Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel avant-match de Coupe de France, cette fois-ci demi-finale de Coupe de France. La dernière marche avant de rêver du coup de retourner en finale. Finale qu'on n'a pas goûté depuis 2010 en Coupe de France contre le PSG. Et justement, ce sera exactement le même cas. Si on va en finale, on rencontrera à nouveau le PSG qui s'est qualifié hier. On y reviendra tout à l'heure. Sinon, la finale, on y a regoûté aussi en 2018. Cette fois-ci, c'était en Coupe de la Ligue contre le PSG aussi. Défaite aussi, encore une fois. On pourra remonter au fil des années. Les finales, c'est contre le PSG ces derniers temps-ci. Et c'est aussi des défaites. Et je compte même pas les trophées des champions comme finale. Donc voilà. Mais bon, avant de parler de cette finale, on va parler déjà de cette demi-finale. Parce que voilà, il y a un match à aller gagner. Un match à aller gagner en terre savoyarde contre Rumilly. Petit club du coup de National 2. Donc pas simple de faire un avant-match sur eux parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur un club qui évolue en National 2. Qui plus est, quand le championnat du coup n'a quasiment pas eu lieu cette saison, on y reviendra aussi. Donc voilà, j'ai essayé au maximum de trouver les informations sur ce club-ci pour vous présenter cet adversaire et savoir qu'est-ce qu'on aura en opposition ce soir. On peut déjà commencer à parler de cette Coupe de France et tout de suite aborder le fait que c'est le PSG qui a gagné hier à Montpellier. Les Montpelliérains sont pourtant bien battus, ils sont allés égaliser par deux fois pour revenir au score et tenter du coup sur cette séance de penalty d'arracher une qualification pour la finale. Malheureusement le PSG fait un sans faute sur la séance de tir au penalty et se qualifie du coup après un 2-2. Donc le PSG sera à nouveau en finale de Coupe de France et si Monaco veut rêver d'un trophée cette saison, ça passera par une qualification dans un premier temps forcément en finale et une victoire contre le PSG qui potentiellement jouera sa saison dessus, puisque en Ligue 1 ça paraît un peu compliqué. Lille a quand même bien des chances d'être champion de France, donc ça pourrait être le seul titre que le PSG pourrait aller chercher cette saison, si on met de côté le trophée des champions bien sûr. Voilà. Concernant notre adversaire, du coup son parcours en Coupe de France, ce sera leur 7ème match de Coupe de France, déjà 6 matchs pour eux et 6 qualifications. À noter qu'il y en a même 3 par séance de tir au penalty. Donc voilà, une séance en tout cas qui se passe bien pour eux. A priori, ils arrivent assez facilement à se qualifier de cette manière-là. Alors, espérons qu'on n'aille pas nous non plus au penalty. Euh, un parcours assez simple du fait du nouveau format de la Coupe de France aussi fait que du coup ils ont commencé déjà dans un tableau avec eux des clubs amateurs comme eux, pas contre les Ligue 1, les Ligue 2 comme nous. Leur parcours du coup c'est deux National 3, donc des clubs de division inférieure, deux National 2 de leur niveau, une équipe de National et le dernier tour contre Toulouse qui évolue en Ligue 2. Toulouse, attention, qui est une très très bonne équipe de Ligue 2 cette saison. On se rappelle le Toulouse forcément sur la saison dernière et du coup des résultats assez catastrophiques cette année. Ça les tente beaucoup mieux. Ils sont actuellement 3ème de Ligue 2. Du coup, ils ont raté du coup l'accession directement. Ce matin, ils ont 3 points de retard. Ça paraît compliqué, mais du coup, ils joueront en tout cas les playoffs pour essayer d'arracher une qualification et de revenir en Ligue 1. Donc voilà, une très bonne équipe qui a perdu 2-0 du coup contre Humilly. Après, ce match-là était juste avant un déplacement très compliqué au Paris FC pour Toulouse. Alors, est-ce que les Toulousains avaient plus l'esprit du coup sur ce match très important pour la montée pour eux plutôt que sur un club amateur qui rencontrait en Coupe de France? Allez savoir. En tout cas, Rumilly a pas tremblé contre la seule grosse équipe qu'ils ont rencontrée et ils sont allés gagner 2-0 contre eux. À noter du coup que Rumilly va jouer pour la 6ème fois à domicile, même si c'est pas forcément dans leur stade, mais en tout cas voilà, ils ont l'avantage d'avoir eu même sur les précédents tours en rencontrant des équipes inférieures de jouer toujours à domicile. Ça reste une équipe qui a encaissé très peu de buts en Coupe de France, deux de mémoire, je l'ai pas noté, mais il me semble que c'est 2 buts encaissés. Sur leur forme générale avec le championnat, même s'il s'est arrêté depuis un petit moment, si on attend un peu plus les matchs, du coup il reste sur une série de 8 matchs sans défaite, même s'il y a quand même 4 matchs nuls sur cette série. Donc voilà, une équipe qui pour l'instant est en très grande forme, même si elle n'a pas joué depuis 23 jours un match officiel, puisque du coup il n'y a plus que la Coupe de France pour eux à jouer, donc ça fait quand même des gros écarts sur le calendrier. Euh, Entre-temps, ils ont quand même joué un match amical en début du mois, vainqueur 4-1 contre Bourg-en-Bresse, une équipe de leur niveau, pour se remettre en forme. Donc voilà, une équipe qui peut-être n'aura pas comme nous l'enchaînement des matchs, mais du coup qui aura la fraîcheur, contrairement à Monaco qui enchaîne les matchs tous les 3 jours actuellement, et donc du coup en plus pas énormément de solutions de rotation à cause des blessures et des Covid. Donc on risque de manger de fraîcheur physique sur le match aussi. Côté monégasque, un très beau parcours aussi, surtout 0 but encaissé sur les 4 derniers matchs de Coupe de France, les 4 matchs de Coupe de France. Un sans faute avec un parcours beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une seule équipe de Ligue 2 et c'est 3 équipes de Ligue 1 que Monaco a dû éliminer. Donc
Sa place en demi-finale, elle la mérite amplement, ça c'est sûr. Si on regarde un peu plus loin la forme de l'AS Monaco sur les 11 derniers matchs, c'est-à-dire juste après cette défaite à Strasbourg, bah voilà, il n'y a qu'une seule défaite malheureusement, elle est contre Lyon, elle nous fait très mal. Mais sinon voilà, c'est 8 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, mais c'est surtout 22 buts inscrits en 11 matchs et que 2 encaissés contre Lyon, ce qui indique bien sûr 10 clean sheets sur les 11 derniers matchs. Espérons en enchaîner un contre cette équipe qui est forcément d'un niveau moindre. Concernant les groupes qui ont été faits par les coachs, on va commencer forcément par celui de l'AS Monaco. Un groupe malheureusement pas de retour. On se retrouve avec un groupe assez classique sur les derniers matchs. Toujours les mêmes absences. On retrouve Diop qui est absent pour le troisième match consécutif. Jovicic que deux, parce que du coup il avait joué 10 minutes avant de se reblesser. Mais voilà, c'est des absences qui commencent à durer. On a aussi les suspensions. Du coup, du Goebbels qui lui reste 2 matchs. Pellegrini, c'est son dernier match de suspension. Et bien sûr, le grand absent, c'est Diatta, qui a une forme sévère a priori de Covid, qui en a son 6e match d'absence. Ça fait depuis le 18 avril qu'il n'a pas rejoué avec les pros. Ça commence à me manquer, c'est un peu dommage du coup que ça s'enchaîne sur tous les postes offensifs, ces absences, ce qui fait qu'on n'a pas énormément de solutions malheureusement devant, et qu'on va devoir se retrouver à faire jouer des Ben Yedder ou Voland ce soir forcément, parce qu'on n'a pas énormément de solutions. Concernant les joueurs qui n'ont pas sélectionné, on peut noter quand même que Milo n'a pas été pris dans le groupe, donc pas d'informations spécifiques du coup si c'est à cause du Covid ou plutôt qu'il soit hors groupe. A priori, il n'est pas blessé ou pas malade, c'est plus un choix du coach parce qu'on a beaucoup de milieux à disposition. Le compte non plus n'est pas pris, mais on le sait, les 2 gardiens remplaçants sont les gardiens qui sont pris en Coupe de France, donc pas d'illogisme là-dessus. Concernant les joueurs qui sont potentiellement suspendus, on retrouve du coup Fofana, Maripane et Badiachil. Donc les 2 premiers, ce serait jusqu'à la fin de la saison, qui sont avec un risque, en cas d'un 3e carton jaune qui serait suspendu. Badiachil, c'est son 10e match, donc voilà, s'il ne prend pas de carton jaune sur ce match-ci, il sera tranquille sur la fin de la saison. À noter que du coup, vu que c'est quasiment fini la saison, il nous reste 10 jours de championnat. Normalement, la commission va se réunir hier, donc elle se réunirait mercredi prochain. Donc la suspension en cas de carton jaune, normalement pour moi, serait reportée à la saison d'après. Donc pas de risque de se voir suspendre pour la finale de la Coupe de France ou même sur le match très important à Lens. Voilà, concernant le groupe de l'adversaire, donc voilà le groupe qui a été communiqué par le coach hier soir. Parmi les absences, à noter du coup Di Stefano qui est suspendu, donc qui a été suspendu il y a déjà 3 matchs de ça en Coupe de France, et du coup il a pu la purge en championnat parce que le championnat n'a pas lieu, et donc du coup sa suspension se poursuit en Coupe de France. J'ai essayé de chercher des infos de pourquoi il était suspendu aussi longtemps, parce que du coup l'équipe l'annonce comme suspendu, ça serait son 3e match d'absence en tant que suspendu, mais bon, j'ai pas trouvé malheureusement, donc voilà, l'équipe l'annonce suspendu, ainsi que 2 autres absences, Bestiol ou Bestioles, je m'excuse pour la prononciation, et Gobo qui sont 2 absences sur blessure, mais pareil, j'ai remonté les derniers matchs qu'on a, les infos des compositions d'équipe, donc il y a les 3 derniers matchs de Coupe de France, ces joueurs n'étaient pas du tout dans les groupes, donc voilà, c'est pas des absences qui comptent. On va pouvoir le voir avec les compos des médias, on va retrouver normalement exactement les mêmes 11 de départ que sur les derniers matchs de coupe pour notre adversaire. Concernant les statistiques des équipes, pas de tableau statistique comme d'habitude que je peux vous présenter, forcément contre une équipe de nationale, et en plus qui a joué très peu de matchs, j'ai pas grand chose forcément à montrer, donc je pense que c'est plus parlant de vous faire voir tout bonnement le classement de ce national, là où il s'est arrêté, avec seulement du coup 9 matchs joués, ce qui est très peu. Qui indique du coup qu'ils ont fini à la 11e place au championnat. Donc je rappelle qu'il avait débuté, il était arrêté, il a repris en 2021 avant d'être à nouveau arrêté. La FFF a décidé du coup d'annuler complètement ce championnat, c'est-à-dire qu'il n'y a ni promotion ni relégation. On va redémarrer la saison prochaine comme au début de cette saison-ci. Championnat donc arrêté à la 11e place pour Humilly avec un parcours pas très très bon. Que je remonte les statistiques, que je les retrouve. Voilà, un bilan de 2 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites. On peut noter du coup qu'ils sont juste devant l'AS Monaco B, mais qui n'ont pas rencontré parce que le match du coup a été annulé malheureusement. C'est dommage qu'on aurait pu voir du coup avoir un peu plus d'infos sur cette équipe et ce qu'elle valait contre notre équipe réserve. Et donc du coup faire des projections avec notre équipe pro forcément. Notez que offensivement c'est 1,2 buts inscrits, donc pas énormément, et 1,6 buts encaissés, donc malgré des résultats pas très performants, parce qu'il n'y a que 2 victoires, ils encaissent toujours très peu de buts. On l'a pu le voir déjà en Coupe de France, c'est une équipe très solide qui encaisse pas énormément de buts.
Les statistiques des deux équipes. Du coup, je suis parti sur le même tableau que je présente habituellement en repartant uniquement des statistiques de Coupe de France. Donc pour Monaco, les 4 matchs de Coupe de France. Pour Rumilly, les 3 derniers. C'est les seuls où du coup on a des statistiques. Avant ça, sur les matchs de confrontation amateurs, malheureusement, il n'y en a pas. Donc ce qui permet du coup d'avoir les confrontations sur les derniers matchs de Coupe de France et de voir où on sent les deux équipes. On voit que c'est largement à la faveur de l'AS Monaco. Offensivement, du coup, Rumilly forcément a fait des cartons en mettant des 4 et des 5 buts sur un match. Moins le cas de Monaco, qui est un peu plus en peine en Coupe de France et inscrit moins de buts. 1,25 buts inscrits par match en moyenne. 2 pour Rumilly, donc un peu plus dans leur faveur. Défensivement, les deux équipes sont très très performantes. Forcément, 2 buts encaissés seulement par Rumilly et aucun par l'AS Monaco, des stats très très fortes. Offensivement, Monaco est toujours une équipe qui frappe beaucoup, quasiment 15 frappes par match, là où Rumilly en frappe que à peine 10. Deux équipes subissent avec très peu de frappes aussi, 9 et 10, c'est assez peu. Je rappelle que Monaco est l'équipe qui encaisse le moins de frappes par match en Ligue 1, qui a 8,7 en Ligue 1, alors qu'à 9 en Coupe de France, c'est quasiment identique. Donc vraiment des équipes qui laissent très peu d'espace et très peu d'occasion à l'adversaire de frapper. Concernant la possession, et donc c'est là à mon avis l'information importante, c'est quel que soit l'adversaire rencontré Rumilly, ils lui ont laissé la possession, et vraiment une possession très très basse, qu'on a une moyenne de 37% de possession, même contre des équipes qui jouent à un niveau inférieur. Euh, donc vraiment un choix de leur part de laisser le ballon à l'adversaire, d'évoluer en contre-attaque. Pour ceux qui ont lu l'article sur l'équipe qui n'était pas d'aujourd'hui mais d'hier, ils ont parlé en disant qu'ils avaient bien analysé Toulouse, analysé leurs défauts et qui étaient du coup avoir des défenseurs qui étaient lents et donc du coup ils préféraient jouer sur des attaques placées. Ça se note aussi sur leur ratio de passes. On voyait que 64% de passes réussies, c'est extrêmement faible. En Ligue 1, toutes les équipes sont largement au-dessus de 75% minimum. Monaco est l'une des équipes qui est le plus propre de ce côté-ci. Donc vraiment beaucoup de déchets, normal, parce qu'ils essaient à évoluer très très rapidement en balançant des ballons devant pour profiter du coup des contre-attaques, et du coup il y a du déchet forcément. Donc voilà, il faudra s'attendre encore à un match où Monaco va clairement avoir la possession, vu les joueurs de façon qui vont être alignés, et une équipe de Rumilly qui va évoluer en contre-attaque pour essayer de nous faire mal. Après, c'est pour ça que je pense que on va révoluer encore à nouveau avec cette défense à 3 qui était faite justement pour éviter de se prendre des buts en contre-attaque comme on avait le cas en début de saison, ce qui est maintenant du coup un point fort. Donc attention à ce que même si c'est une équipe nationale, ils ont recours à la vidéo et à l'analyse vidéo, ils nous l'ont bien dit, et qu'ils analysent bien sûr les défauts de l'équipe. Donc je pense qu'ils vont bien regarder les matchs contre Lyon et voir comment on s'est fait prendre par cette équipe-là. Et donc du coup retrouver le système de ne pas faire de pressing sur nos défenseurs mais directement sur nos deux milieux, nos deux pistons qui sont tellement importants pour les empêcher du coup de se faire ce relais entre la défense et l'attaque. Voilà, c'est ce que je pense qu'il sera mis en place. Ce côté clean sheet, on peut le voir identique sur les coupes, 4 et 4 concernant les arrêts, deux gardiens qui sont en très très grande forme des deux côtés, avec un nombre d'arrêts assez équivalent. Madjeki est à 93% d'arrêt, du coup parce qu'il a un but encaissé en Ligue 1 cette saison contre Nantes. En Coupe de France, forcément, c'est que des clean sheets pour lui. Et de l'autre côté, le gardien du coup de Rumilly est à 88% d'arrêt aussi, 2 buts seulement encaissés sur les 6 derniers matchs. L'historique entre les deux clubs, vous vous doutez qu'il est tout à fait vierge. Du coup, les deux clubs ne se sont jamais rencontrés. Du coup, je vais plutôt vous parler de l'historique en Coupe de France. J'ai essayé de regarder un peu si Rumilly avait déjà fait des performances en montant aussi haut. Non, je n'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai pas pu retrouver même jusqu'à quel niveau ils étaient remontés avant de cette année d'être en demi-finale. Donc plutôt vous parler de l'AS Monaco, c'est la 13e demi-finale pour l'AS Monaco, en sachant que du coup il n'y a eu que 7 qualifications sur les dernières, donc et surtout sur les dernières années ça a été très très compliqué, parce que du coup il n'y en a qu'une qualification sur 7 qui a été réalisée, donc plutôt des défaites en demi-finale. On espérait de casser un peu cette série. La dernière c'était en 2010 forcément, cette qualification qui nous a permis d'aller rencontrer le PSG pour cette finale perdue, comme on le sait tous. Voilà, donc espérons du coup qu'on arrive encore à se hisser au niveau de la finale de la Coupe de France. Concernant les médias et les compos des médias qui ont été annoncés, en tout cas par l'équipe et par Nice Matin, des 11 assez similaires. En tout cas, du côté de Rumilly, on retrouve quasiment les deux mêmes 11. Moi, personnellement, je choisirais plus celui de Nice Matin qui repart sur le même 11 qui a été utilisé sur les précédents tours de Coupe de France. Du coup, l'équipe fait un seul petit changement, du coup en mettant Michaud plutôt que Boson en tant que latéral gauche. Sinon, on retrouve vraiment exactement les mêmes 11 que d'habitude, et je pense que c'est ce qui va débuter. Côté monégasque, quelques changements entre les deux médias. Ça annonce du coup Matazo et plutôt Chouameni du côté de l'équipe.
Et côté Nifana, Golovin et Gelson en attaque, là où on a Voland et Aguilar côté l'équipe. Voilà. De toute façon, c'est assez compliqué de savoir qui est-ce qui va vraiment débuter. J'en parlais moi dans mes propositions des pronostics sur mon 11 de départ. Mais il y a forcément des choses où on ne sait pas forcément qui va débuter entre le repos qu'on souhaite faire par rapport au match très important ce week-end et le fait que du coup on n'a pas non plus énormément de solutions sur le banc. Du coup forcément il y a des choix qui vont être faits. Concernant les joueurs du coup à se méfier en face sur l'équipe, mais pas énormément de matchs, parce que 9 de championnat, 6 de coupe, il n'y a pas énormément de joueurs qui se sont vraiment montrés. On peut noter quand même le capitaine Peugeot qui évolue au milieu de terrain, qui a 2 buts et 2 passes décisives cette saison. Et Lyongo, l'attaquant, 2 buts et 1 passe décisive. C'est les meilleures statistiques du coup des joueurs. Après, il y a pas mal de joueurs qui sont à 2 buts cette saison ou même à un but. Donc, pas de danger vraiment sur un joueur, pas un attaquant de pointe qui sait faire mal, qui joue énormément sur la contre-attaque et qui est leur buteur. Là, le danger peut venir un peu de partout sur cette équipe-là. Voilà, c'est en tout cas de ce que j'ai pu trouver. Concernant l'arbitrage sur ce match-ci, du coup, c'est Rudy Buquet qui sera notre arbitre, qui est plutôt bien classé sur le classement depuis 2016, 6e arbitre sur les 24. À noter, c'est surtout celui qui nous a arbitré le plus, qui est déjà ce sera son 23e match depuis 2016, qui arbitre l'AS Monaco, surtout l'arbitre des très grosses défaites contre le PSG, les 2-4-0 et le 7-1, c'était lui. À noter, du coup, il y a eu des mauvais matchs avec lui, clairement, on peut le dire. Clairement, celui qui revient en tête à tous, assez récent, c'est le 3-0 qu'on a subi en match d'ouverture la saison dernière contre Lyon, avec ce fameux carton rouge de Fabregas sur la semelle qu'il peut mettre. C'est son pire match, qu'on peut le voir. Après, il y a 3 autres matchs où l'arbitrage est jugé vraiment très défavorablement, encore contre Lyon, et les 2 matchs contre Bordeaux, dont suite cette année, même s'il nous les est largement favorables, parce que cette année on l'a eu 2 fois comme arbitre, c'est 2 victoires, contre Paris d'ailleurs, le 2-0 Parc des Princes, et contre Bordeaux. Mais c'est sûr que les Bordelais peuvent se sentir floués, donc du coup il n'a pas eu forcément de bonnes notes sur son arbitrage. Mais bon, logiquement, un arbitre qui devrait pas poser forcément de problème, je pense, comme ça, contre des clubs amateurs. Concernant mes pronostics, sur quoi je suis parti, donc pour ma part, je ne suis pas parti sur 3, 4, 5, 0 comme j'ai pu le voir beaucoup sur les pronos ASM. Je me méfie de cette équipe du coup qui n'est pas en demi-finale pour rien, même si elle a eu un parcours assez simple. On a pu le voir que quand elle a eu une opposition importante comme Toulouse, elle a réussi à toujours garder cette solidité défensive, elle a réussi à inscrire ses 2 buts. Derrière, donc je me méfie. Je pense que ce sera un match très très fermé où nous ne laisserons pas énormément d'espace. Hormis si bien sûr on arrive à inscrire très rapidement le but, ils vont devoir forcément se découvrir. Mais voilà, je pars plutôt sur un 2-0. En me disant que forcément, offensivement, ils ont un peu des carences. C'est pas une équipe qui inscrit énormément de buts. Nous, on est quand même très très solide et on va quasiment pas faire tourner en défense. Donc je m'attends à avoir une équipe qui continue sa série de clean sheet en Coupe de France. Concernant les questions, est-ce qu'il y aura plus de 5 joueurs U22 qui vont jouer ce match-là? Donc du coup, maintenant qu'on a les groupes, on sait qui est-ce qui potentiellement peut jouer. Du coup, le petit jeune des Carpentries, Matsima, Matazo, Badiachil, Chouameni, Majeki et Florentino sont les joueurs potentiellement qui ont un moins de 22 ans. Ça en fait 7, il en faudrait 6, donc ça laisse quand même très très peu de choix. Pour ma part, je pense qu'il y a forcément 2 joueurs qui ne joueront pas sur ce match-ci. Typiquement des Carpentries, même s'il est dans le groupe, je pense pas forcément qu'il aurait du temps de jeu sur ce match-là. Et forcément un Florentino ou un Matazo, Chouameni, ça fait 3 jours au même poste, alors qu'ils vont tous jouer, je suis pas forcément sûr non plus. Donc c'est pour ça que je choisis de mettre non à cette question. Est-ce qu'il y aura un premier but cette saison d'un joueur de l'Est Monaco? Donc ceux qui n'ont pas encore inscrit de but, c'est Badiachil, Balotouré, Fofana, Enrique, Matsima, Sidibé et Florentino. Donc que des joueurs quasiment à vocation défensive. Donc là aussi, je choisis de dire que non, la saison est déjà bien entamée, ils n'ont pas encore mis de but, donc potentiellement il y a peu de chance. Attention du coup à un Sidibé, même si normalement il devrait jouer plutôt un poste bas, mais bon, ça reste un joueur qui a inscrit quelques buts dans sa carrière, donc qui pourrait potentiellement aussi en inscrire un sur un match comme ça. Et puis Fofana, on sait jamais, si à un moment donné il arrive enfin à trouver le cadre, ça peut finir au fond, on sait jamais. Concernant mon 11 de départ, Majeki dans la cage, obligatoirement en défense, je fais la rotation classique de mettre Maripane de côté pour retrouver Badiachil Dissassi. Je mets Sidibé titulaire aussi, puisqu'il était remplaçant sur le match précédent. Donc je repars sur cette. Badiachil en a mis 2. Oui, en fait, oui, Badiachil a mis 2 buts. Je sais pas pourquoi Badiachil s'est retrouvé dans cette. Oui, toutes mes excuses. Merci le chat de m'avoir dit. J'ai eu une petite erreur sur Badiachil.
Après, concernant les pistons Ballo Touré, forcément, pour mettre Enrique en pause, même si Enrique a été dans la conférence de presse, je vois pas pourquoi Badiachil ne jouerait pas ce match. Ça paraît logique de le faire jouer. Après, potentiellement, on peut avoir aussi Enrique et Badiachil qui jouent ce match pour opposer des joueurs offensifs. Ça a été le cas déjà sur les matchs récemment. Je fais rejouer Golovin et Gelson Martins qui pour moi doivent retrouver du temps de jeu après avoir été remplaçants sur le match précédent. Idem pour Famagas, pour moi c'est typiquement un match où il doit pouvoir jouer, hein. Surtout que c'est une équipe qui va jouer sur un bloc très très bas. Il n'aura pas énormément d'efforts à faire, du coup c'est un joueur très important pour faire circuler le ballon et justement trouver des ouvertures. En pointe, j'ai choisi Ben Yedder, mais franchement, entre Ben Yedder et Voland, là, j'ai aucune idée de qui va jouer. Je trouve les deux joueront même, ça se trouve, aucun jouera, et on se retrouvera du coup avec un faux neuf, avec Famagas ou Gelson Martin en pointe. Très très compliqué à choisir. C'est les choix que j'ai fait après. Matsima aussi peut débuter, on peut s'y attendre. J'ai fait le choix aussi de mettre Matazo titulaire après son très bon match pour moi. Bah, il doit continuer à être un peu remercié et du coup à avoir du coup une place de titulaire sur ce match-là. Je ferai reposer Chouamini qui est tellement important plutôt que Fofana qui sont pas non plus en méforme actuellement. En tout cas, bah voilà ce qui est de mes pronostics et sur ce match. Voilà. Donc c'est fini pour ma part. Pour tout ce qui est du côté de YouTube, je vais continuer sur le chat, bien sûr, sur Twitch. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère du coup avoir été le plus complet possible sur ce match-là. Nous avons un peu présenté un peu plus ses adversaires. Je ne sais pas avoir fait peur face à une équipe qui normalement devrait être assez valeureuse et va pas nous simplifier la tâche forcément, hein. Pour eux, il y a une place en finale, pour eux c'est un rêve forcément. Du coup, ils vont absolument rien lâcher pendant 90 minutes. Parce qu'il n'y en aura pas plus, hein, attention, c'est séance de tir au but directement, pas de prolongation avant la finale. Voilà, en tout cas, bah, merci d'avoir suivi, merci à tous ceux qui m'ont follow pendant cette vidéo, qui m'ont mis des petits pouces bleus aussi, ça fait très très plaisir, merci à vous, et à très très vite.